Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, nous recevons 3 invités formidables. Le premier revient de sa première route du Rhum. Gwen Chapalin, bonjour. Bonjour. En catégorie Rhum Multi, vous êtes arrivé 5e en 17 jours, 13 heures et 19 minutes. À 53 ans, vous êtes un professionnel de la voile depuis 1987. On vante souvent aussi vos talents d'organisateur d'événements nautiques et évidemment votre pied marin. Le second est un chef d'entreprise épris du monde maritime. Il est aussi votre partenaire avec Saveol, Gwen Chapalin. Christian Guyader, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le groupe Guyader Gastronomie. Une route du Rhum déjà à votre actif, ce n'est pas commun. Aujourd'hui, vous avez réussi à réunir ces deux mondes à travers vos escales culinaires en Bretagne. Vous nous raconterez comment vous avez construit ces ponts. Et dans cette aventure, vous avez emmené une figure de la gastronomie bretonne qu'on avait déjà reçue ici dans Vous êtes formidable. Patrick Geffroy, bonjour. Bonjour. Chef doublement étoilé, vous avez nourri quelques convives sur le village du Rhum, vous nous raconterez. En tout cas, tous les trois, vous aimez les rencontres, vous partagez l'amour du territoire breton, du bien manger et de la course au large. Voilà pour le programme. Bienvenue à tous les trois. Gwen Chapalin, que d'aventure ces dernières semaines. On va revoir cette arrivée. C'était le 27 novembre à Pointe-à-Pitre, après 17 jours, 13 heures, 19 minutes et 15 secondes pour être précis. Vous allez enfin poser votre pied à terre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on boucle sa première route du Rhum ? Là, c'était assez costaud parce qu'il y avait une bonne équipe de Dornay qui est venue, mais il y a beaucoup d'amis de Guadeloupe aussi, parce qu'on a l'habitude d'aller là-bas. Et voilà, c'est une tranche de vie, parce que c'est 4 ans de boulot pour monter ça. Donc, parce que on a lancé le projet il y a 4 ans avec Christian. Et donc c'était ma première, et donc c'est une transat en solitaire au mois de novembre. Ouais. C'est un peu engagé, voilà. Donc, donc forcément quand on arrive, c'est une satisfaction. Et puis bon, j'étais à 5e, donc j'étais quand même assez content. C'est pas mal pour une première quand même. Pas mal. Ça doit être quand même une émotion particulière de se dire j'ai réalisé mon rêve de gosse. Oui, parce que c'est un engagement personnel vraiment très fort. Ouais. Mais c'est aussi un engagement des entreprises qui nous accompagnent, donc Guyader et Saveol. C'est tous les collaborateurs de l'entreprise, c'est les fan clubs, j'ai encore un peu d'émotion de regarder ça. En voyant les images. Non, c'est vraiment c'est des moments vraiment super sympas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans les heures qui suivent là, quand on arrive comme ça ? Là, je suis arrivé à l'heure de la boîte de nuit. Donc, le petit rhum pour l'accueil. Donc on était prêts, on a fait la fermeture de la boîte de nuit. Voilà, d'accord. Vous aviez eu encore de la pêche pour aller danser. J'avais du jus, D'accord. Parce qu'en fait, on était portés par tous les copains. Il y avait au moins une 50aine de personnes qui étaient à l'arrivée. Voilà. Donc, Et ça fait un peu plus de 2 semaines que vous êtes revenu sur Terre, entre guillemets. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? Une passion. Une passion d'abord du monde maritime, parce que je suis né et puis je suis dans une famille de marais. Une passion pour mon métier, parce que c'est quand même incroyable une chance et une grande chance de pouvoir faire un métier un petit peu atypique. Et puis ce que vous disiez, c'est aussi de réunir plein de passions autour de ça. Donc avec Christian, on a monté les escales culinaires, mais c'est la passion de notre territoire de la Bretagne, mais c'est aussi le bien-être, c'est le bien manger. Et donc on a réussi à faire tout ça, mais c'est aussi une partie littéraire, parce que j'aime un peu la littérature. Et donc c'est le croisement des passions, et notre sport permet ça. En tant que partenaire, mais aussi ami, Christian Guyader, qu'est-ce qu'on se dit au moment où il arrive, qu'il franchit cette ligne ? Qu'est-ce qui vous vient en tête, là, quand je vous pose cette question ? Quand il a passé la ligne, j'ai surtout rien dit, en fait, parce que j'étais fier pour lui, en fait. Mais c'était très intérieur, en fait, parce que c'est une longue histoire, effectivement, avec Gwen. J'avais 8 ans, quasiment, pour arriver à l'arrivée de la route du Rhum, puisque donc, moi, j'avais décidé en 2014, donc en regardant la route du Rhum en tant que spectateur, où j'avais quelques copains qui la faisaient, de me dire, et pourquoi pas moi ? Puis, quelques semaines après, j'ai commencé à en parler à Gwen. On faisait du bateau ensemble, on avait déjà des débuts d'aventure ensemble. Et au début, je crois qu'il ne m'a pas cru, à vrai dire. Il s'est dit, là, il met la barre peut-être un peu haut. Parce que s'il est vrai que je suis chef d'entreprise, marin, je ne sais toujours pas si je suis marin. Lui, un petit peu quand même. Je ne sais toujours pas. Et donc, on a effectivement lancé un vrai projet. Et un projet de bateau, c'est comme un projet d'entreprise, à vrai dire. Et donc, j'ai beaucoup appris avec Gwen, et j'ai pu terminer cette route du Rhum, la faire dans de bonnes conditions, parce que Gwen avait préparé le bateau, avait tout fait.
m'avait appris surtout. Ouais. Et à l'arrivée, effectivement, peu de temps après que ma fille de 13 ans, enfin 13 ans aujourd'hui, m'ait sauté dans les bras, et que tous nos amis, mes enfants, ma mère, j'ai pris Gwen et je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Donc il y a aussi cette satisfaction de la parole tenue, et en Bretagne, on est très attaché à ça, à la parole tenue. Et justement, ce qui vous lie aujourd'hui, c'est aussi ce bateau, puisque c'est le bateau avec lequel vous avez concouru pour votre Route du Rhum, et à la suite, ce sera vous, Gwen Chapelain. Déjà, quand il vous a accompagné, Gwen Chapelain, il était ce qu'on appelle un préparateur, c'est ça ? Non, il était beaucoup plus que ça. Donc Gwen est aussi un chef d'entreprise à sa manière, dans la voile, donc un peu moins de salariés que moi, mais il sait ce que c'est que de mener un projet, une entreprise, et chacun dans un projet à sa place. Il était le boat captain, l'organisateur, enfin bien plus qu'un préparateur, bien plus. Et surtout, Gwen a une qualité, c'est de savoir transmettre sa passion. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il a transmis à des marins célèbres, à des écrivains célèbres qui en parlaient encore l'autre jour. Et ça, c'est assez unique. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance. Et donc, quand on a eu de la chance, on est content de la rendre. Et cette Route du Rhum, pour moi, c'était lui la rendre parce que il a été compétiteur de haut niveau pendant longtemps, pour des bonnes raisons. Il avait mis sa carrière en suspens. Et moi, je suis vraiment très fier de l'avoir contribué à le remettre un peu sur le devant de la scène. Voilà, et justement, connaissant ce bateau, Gwen Chapelain, est-ce que ça a été plus facile pour vous de naviguer, de faire cette Route du Rhum ? Alors, en fait, le bateau, par rapport à votre question, celui-là, il a juste monté d'un petit cran, mais c'est le même un tout petit peu plus grand. Ouais. Mais il y a un élément fondamental dans le bateau, c'est on a une cuisine et on a la meilleure cuisine de la Route du Rhum. Et donc, à partir de cette cuisine, on a créé vraiment toute une tribu autour du projet. Ouais. Et on en a réussi à amener plein de compétences diverses et plein de marins qui nous ont accompagnés, et des chefs aussi. Oui, on en parlera tout à l'heure. C'est parce qu'on a une très bonne cuisine qu'on a créé un projet incroyable. Voilà. Et donc sportif, parce qu'on est là pour le sport, voilà. Et l'indienne qui est sur le logo, alors c'est une question des sabots d'indienne, mais l'indienne, a permis de fédérer vraiment beaucoup de gens, et voilà, que ce soit dans le milieu de la cuisine, dans le milieu littéraire, dans le milieu du sport et dans le milieu des marins. Et donc on rigole beaucoup. Voilà. On est un peu sérieux parce qu'on fait de la compétition, mais voilà, donc c'est un bateau un peu atypique, et voilà, il y a vraiment de belles images du bateau. Et justement, vous l'avez vécu tous les deux. Comment on vit cette solitude quand on part comme ça dans une course au large ? On est tout seul face à soi-même. Qu'est-ce que vous retenez de ces moments-là, Christian Guyader, pour commencer ? Moi, je n'avais pas toute l'expérience de Gwen, donc je découvrais beaucoup, et je découvrais sur moi-même. Donc la première chose, c'était de découvrir que j'étais capable, que je me sentais bien. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, quand j'entendais certains marins qui ont fini juste devant Gwen parler de la souffrance, du stress, effectivement, il y a des moments de stress, mais moi j'ai surtout eu beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que tous les couchers de soleil au large, c'est merveilleux. Et puis finalement, d'être seul comme ça pendant quelques semaines, moi je trouve que ça fait du bien. On a le temps de prendre un peu de temps pour soi. Et il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on n'est plus là pour soi, on est là pour le bateau. En fait, je pense qu'on soit le premier de la Route du Rhum ou le dernier, ça c'est quelque chose qu'on partage pendant le temps qu'on est en course. On est là pour le bateau, on s'oublie un petit peu et on est au service du bateau. C'est quelque chose de nouveau pour moi, et j'ai beaucoup apprécié en fait. On est vraiment dédié à 100% pour la machine. Ouais. Mais notre corps aussi, et notre façon de manger, notre façon de dormir. Et donc on est vraiment focus là-dessus, et tout le reste c'est périphérique. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre performance et sagesse ? Parfois on a envie d'aller vite et finalement on se dit... Alors, en fait c'est des bateaux un peu sensibles, parce qu'il y a des watts sous le capot, comme on dit. Et donc forcément si on accélère trop vite, on peut casser le bateau. Donc il faut vraiment tout le temps doser, comme si vous étiez dans une voiture de course sur un chemin défoncé, il faut faire attention à pas rouler trop vite. Donc on a un petit peu le même code que la voiture, et donc moi je suis très fier d'avoir amené un bateau à l'arrivée qui n'était pas cassé. Est-ce que vous avez des objectifs avant de partir ?
Alors, notre classe... c'est une question des journalistes très courante, j'imagine. Mon objectif, c'est terminé. Voilà, parce que l'histoire, elle est belle parce qu'on la termine. Ça, c'est le premier point. Après, je suis un peu compétiteur, donc si je terminais dernier, j'étais un peu vexé. Mais on était une classe un petit peu... alors, les marins étaient seniors, mais la classe était junior. Et donc, on ne s'était pas mesurés les uns des autres. Et donc, c'était assez difficile de savoir qui allait plus vite et qui allait moins vite. Et donc, voilà, donc je suis assez content de terminer 5e. Patrick Giffroy, je vous vois écouter très attentivement depuis le début de cette émission. Alors, ça fait quelques mois que vous côtoyez aujourd'hui des marins. Vous regardez différemment cette route du Rhum. Est-ce que ça a changé un petit peu votre regard sur ce monde de la voile ou pas ? J'ai pas changé de regard sur le monde de la voile parce que je connais un petit peu, mais je suis toujours admiratif depuis très longtemps sur des hommes qui partent sur une coque ou 2 ou 3 avec des voiles immenses qui sont obligés de gérer tout seuls, de descendre, de monter, de changer de voile, de se retrouver dans des mers qui arrivent comme ça tout d'un coup. C'est un peu la guerre, hein, quand même. Un petit peu, oui. C'est violent. Moi, je trouve ça violent, mais en même temps extrêmement puissant. C'est une aventure humaine que je ne connais pas, mais j'ai eu le plaisir d'être sur ce bateau plusieurs fois. Et c'est merveilleux. Et j'ai eu le plaisir de barrer. Heureusement, j'avais un bon skipper à côté de moi qui m'expliquait que la caresse de Carla, c'est de sentir l'air, le flux d'air comme ça sur la joue. Et ben ça marche quand on regarde la voile et qu'on sent cette petite caresse, le bateau marche bien. Donc vous avez eu le droit à des petits cours particuliers, c'est ça que vous nous dites ? Et avec d'autres grands skippers aussi d'ailleurs. On y reviendra dans quelques instants. En tout cas, cette route du Rhum, elle nous fait rêver et elle compte en Bretagne. Je vous propose de revenir sur la première édition racontée par des marins de légende, dont les très regrettés Florence Artaud et Mike Birch. On écoute. Pour moi, la première route du Rhum, c'est la première fois où je vais entendre des nouveaux noms dans la course au large. Mike Birch, Michel Malinowski, voilà, tous ces gens-là, avant on ne les connaissait pas. Il y avait pas mal de jeunes qui arrivaient. On était une bande de jeunes à avoir fait l'école buissonnière pour faire la route du Rhum. Je crois qu'il y avait cette ambiance générale où on partait dans une belle aventure et que tout le monde voulait la faire. L'enthousiasme s'est progressivement transformé en inquiétude ou presque en angoisse pour Alain Colas. Voilà, Alain Colas, le navigateur français, n'a pas donné signe de vie depuis 14 jours. Alors, dématage et panne de radio. Il y a eu, pendant longtemps, pendant des mois et voire des années quand même, le point d'interrogation, que s'est-il passé ? On a eu un terrible coup de vent, mais au portant, avec une mer hachée vraiment pourrie. Et moi, j'ai imaginé que c'est peut-être dans ce coup de vent que le bateau s'est disloqué, parce que je savais que son bateau était pourri. On a tout entendu sur la disparition d'Alain Colas, ou je ne sais plus les histoires, il y en a eu pendant des années, ça a duré. Où je ne sais pas, il devait de l'argent, il a disparu, parti à l'autre bout du monde, se cacher. Enfin, il y a eu plein de choses totalement rocambolesques. This is the end. Beautiful friend. Nous sommes à la hauteur des deux bateaux. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski. Ils n'ont pas du tout fait les mêmes trajectoires pour traverser l'Atlantique. Il y en a un qui est passé par les Alizés, l'autre qui est allé plutôt tout droit. Et ils se retrouvent au large de la Guadeloupe. Malinowski regarde Michael Birch. Ça y est. Michael Birch est passé. Il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski. C'est lui le vainqueur de cette première transat française. C'est le sport, c'est de la loi de la course, c'est du jeu, et il est arrivé devant moi. Bon, évidemment, j'avais le cœur gros quand je suis coupé la ligne, parce que 2 minutes après 25 jours, c'est vraiment épouvantable, quoi. Malinowski était encore auprès. La course était finie et c'est comme ça que j'ai gagné.
d'un seul coup, on démontrait qu'un petit multicoque était capable de battre un grand monocoque, parce qu'il y avait au départ une surenchère vers des monocoques de plus en plus longs. Et là, d'un seul coup, il y a un petit multicoque qui arrive et qui passe à une vitesse. Et là, c'est en tout cas, pour l'histoire de la voile, ça a été un vrai tournant. Et on pense évidemment à Mike Birch qui nous a quittés le 26 octobre dernier. Je me demandais, est-ce qu'on se souvient des premières routes du Rhum qu'on regardait, soit à la télé ou soit qu'on lisait dans les journaux, Christian Gueder? Moi, je suis plus vieux que lui, donc oui, je me souviens très bien de cette première route du Rhum, et je me souviens surtout 18 ans, c'est ça? Tout à fait, de la deuxième, puisque donc j'étais au Cap Fréhel et j'ai vu Pajot passer sur Elf Aquitaine, la bouée du Cap Fréhel en tête, et cette idée du catamaran ne m'a jamais abandonné. Ouais. Pourquoi c'est pas une course comme les autres, Patrick Geffroy? Pour vous qui naviguez pas forcément... Je suis pas bien placé pour parler de ça. Mais... Pourquoi elle fascine peut-être, en tant que spectateur? Et puis alors, en tant que Breton, je suis très fier, parce qu'elle part de Saint-Malo quand même. Donc rien que pour ça, je suis très fier. Mais bon, je pense que pour moi, c'est pas une course différente d'autres grandes courses de marins. C'est une course qui dure moins longtemps, mais je pense que Gwen est quand même beaucoup mieux placé que moi pour parler de ça. Non, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur à cela. Mais peut-être, Gwen, aujourd'hui, le fait d'avoir fait cette route du Rhum, vous vous dites, c'est bon, c'est coché, c'est l'une des courses que je voulais faire, peut-être la seule, ou pas? Non, j'aime la course au large depuis très longtemps. Puis j'ai fait de la mi-transat, Java, j'en ai fait plusieurs, mais là, la magie de Saint-Malo, pendant 15 jours, c'est incroyable. Ouais. Quand on prend le départ, le Cap Fréhel, remonter toute la Manche, tirer des bords le long de l'île de Bas, le passage du Faux. Moi, je suis passé dans le Rat-de-Saint, j'ai mangé un coup de diamant en passant le Rat-de-Saint. On va y venir à la gastronomie. Et ensuite, c'est le grand large. On passe l'oreille de Cargo. On se dit, est-ce qu'on va passer par le Cap Finistère? Donc l'Atlantique s'ouvre à nous. Et puis après, on arrive en Martinique, la tête à l'anglais, et puis les premières odeurs. C'est un parcours incroyable. Et justement, on va parler gastronomie. Tu arrives en Martinique, toi? En Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe. Lapsus. Justement, on va vous parlez de nourriture, parce qu'on commence à partir sur un autre sujet. Vous le disiez dans une interview, la nourriture lyophilisée, c'est quelque chose que vous avez abandonné avec cette cuisine que vous avez au sein du bateau. Sur un bateau qui s'appelle Guader Savéole, c'est compliqué. C'est un sujet important. Et donc on avait à bord une vraie cuisine. Et puis donc moi j'ai pris de quoi cuisiner un petit peu. Mais en fait la mer était vraiment abîmée, donc c'était pas facile. Et Christian et la recherche et développement de Guader Gastronomie a préparé des petits plats qui étaient des poches en aluminium. Et c'était exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez mangé? Super bien mangé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé? Je vais peut-être laisser les Christian. Qu'est-ce qu'il a mangé? Ce que j'avais mangé il y a 4 ans. Parce que, donc, on avait travaillé à l'époque avec une nutritionniste quimpéroise et qu'effectivement le service R&D de l'entreprise pour faire des plats à la fois complets, équilibrés et faciles à manger en bateau. Parce que quand on est en course, comme on le disait, on pense d'abord au bateau et seulement après au bonhomme. Mais il y a des petits moments, on a des petits coups de mou et ça fait du bien de bien manger. Alors on avait une friandise qu'on a partagée qui était de la joue de porc, parce que la joue de porc cuisée c'est quand même très bon. Donc ça remplaçait un peu le chocolat. Puis quand il fait un peu frais dans la Manche ou dans le golfe de Gascogne, ça fait du bien. Et sinon non, on avait des plats, des plats de viande, des plats de poisson, du saumon, on avait des garnitures à base de riz, de blé, de pommes de terre, enfin donc la cuisine, voilà, tout simplement, de la bonne cuisine. Et facile par contre à réchauffer, ça c'est quand même indispensable. J'ai goûté. Vous avez goûté? Ouais. Alors, qu'en pense le chef? Ce que je pense, c'est que l'importance dans cette nourriture, c'est le goût. C'est le goût, l'onctuosité. Et je trouve que dans les plats les 3 plats différents que j'ai goûtés, il y a le goût, l'assaisonnement,
et l'onctuosité, le moelleux. Et ça, c'est important parce que tout de suite, c'est flatteur au palais et ça fait du bien tout de suite. Et quand ils sont là, ils ont besoin de ça, d'avoir ce bien tout de suite. Moi, j'ai un grand souvenir d'un jour, j'étais dans un grand bateau comme ça. J'étais de l'autre côté de Ouessant, au mois de novembre, et il faisait très froid. On m'a donné un bol de soupe lyophilisée. C'était la première fois, peut-être depuis la cantine, que je mangeais une soupe comme ça. Mais alors, le bol était tout en plastique, tout, avec l'eau chaude, c'était tout mou. Mais il faisait tellement froid, c'était bon. Évidemment. Bon. Mais est-ce qu'on peut s'en contenter tout le temps? Je ne sais pas. Non. Mais l'alimentation en mer, c'est vraiment important parce que c'est des vrais plaisirs. Voilà. Et justement, vous avez bien mangé quand même avant le départ, puisque vous avez lancé un restaurant éphémère sur le village de la route du Rhum. Comment, déjà, Christian Guedard, comment vous avez sollicité Patrick Geffroy? L'idée était un peu folle. Après coup, je m'en rends compte. Mais Patrick me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, dans quoi tu te lances? Je lui ai dit, non, c'est quand même facile, un restaurant. Éphémère sur un village. On sait faire ça. Bon. On est sur un village qui voit passer 2 millions de personnes, quand même. Donc c'est un peu plus compliqué. Installer une cuisine éphémère pour 12 jours avec le matériel que le chef nous a demandé, c'était pas simple. Et il a eu raison. Je vais pas. Et il a eu raison de nous le demander. On a vraiment fait une cuisine de chef, c'est-à-dire avec des ingrédients de base. On a quelques belles photos de langoustines vivantes, les fonds de sauce étaient faits avec des vrais os, etc. De la vraie cuisine. Et il y a une certaine fierté d'y être parvenu grâce à Patrick, grâce à son équipe, grâce à également son second, parce qu'un chef sans second, ça ne peut pas travailler, surtout dans des conditions comme ça. Donc, au final, c'est beaucoup de plaisir, mais ça a été beaucoup de travail et je rends hommage au travail fait par Patrick et son équipe sur ces 12 jours. Et peut-être que c'était quoi le pari quand vous vous êtes lancé dans cette idée un peu folle, Patrick Geffroy? Je savais que ça allait être rock'n'roll, mais ça a été moins rock'n'roll que je pensais. D'accord. Parce que j'ai eu la chance, comme écoute sur le matériel, et je peux vous dire que il y a des restaurants qui travaillent tous les jours, qui n'avaient pas le matériel que j'avais. Mais vraiment. J'avais la belle marchandise, j'avais des beaux produits, j'avais aussi 2 stagiaires d'école qui sont venus, c'était formidable, y compris en salle d'ailleurs. Et puis on avait une jolie salle de restaurant. La salle de restaurant était belle, accueillante. Quand on était dans cette salle, on n'avait pas l'impression qu'on était sous une tente devant un ponton où il y avait des bateaux. On avait quand même la chance de voir tous ces beaux bateaux. On a créé une vraie atmosphère. Oui, c'était... mais j'étais content. C'était... Au bout de 2 semaines, j'étais fatigué. Je faisais du vélo le matin, très tôt. Je faisais du vélo le soir, très tard, pour rentrer. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de vélo comme ça. Mais j'étais content. J'ai une anecdote rigolote, c'est que le premier jour où je suis arrivé, qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais je suis arrivé sur un pont à l'entrée de Saint-Malo qui se retire, pour un passage de bateau. Je vous la fais très courte, et je suis arrivé je ne connaissais pas l'environnement, je suis arrivé sur le pont, et j'ai un monsieur qui m'a dit non, j'entendais une musique, un genre de pimpon, je ne sais pas pourquoi, et on me dit non, il faut que tu sortir de là, je me dis pourquoi? Et tout d'un coup, j'ai senti le pont qui reculait sous mes pieds, et en fait, c'était l'écluse qui s'ouvrait. Voilà, on en découvre tous les jours. Oui. Et justement, est-ce que c'est le type d'aventure qu'on imagine quand on a votre expérience, quand on en a fait des projets culinaires? Moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Vraiment, je suis prêt à tout. Et puis, j'étais aussi très heureux de faire ça parce que j'ai été récompensé cette année au printemps de faire les escales culinaires qui font pour la 2e fois, là, ou 3e fois, je ne sais pas. Deuxième. Hein. Et l'année dernière, j'y ai participé. Cette année, j'y ai aussi participé. Mais pendant toutes les escales, je suis resté sur le bateau. Et faire le tour de la Bretagne en escale, comme ça, et recevoir des chefs, recevoir des skippers, c'était Donc, quelque part, si vous voulez, je me devais de faire cette cuisine sur la route du Rhum. Qu'est-ce que vous avez proposé comme produit aux convives? On
On a fait des coquilles Saint-Jacques, on a fait des langoustines comme dit Christian, on a fait du homard. Du homard, oui, pardon, du homard. On a fait des belles côtes de veau, on a fait de la dorade coryphène, curieusement. On a trouvé la dorade coryphène, c'était peut-être par rapport à la route du Rhum, par rapport aux Antilles. On a fait des beaux babas au rhum, on a fait des millefeuilles, enfin, c'était... Tout comme dans une cuisine dite presque classique. Oui, mais non. Ouais. J'avais peur à la surface. Ouais. Et en fait, quand tous les ébats étaient là, c'était bien. C'était très bien. Est-ce qu'il y avait déjà eu un précédent de ce type de restaurant éphémère? Pas à ma connaissance. Donc c'était un restaurant, on n'avait que des invités, de Guyadère, des invités de Savéole. Donc... Il y a un mot pour moi qui est essentiel, c'est convivialité. C'est-à-dire dans tout ce qu'on fait depuis longtemps, avec Gwen, avec Patrick aujourd'hui, avec tous les gens qui nous entourent. Et c'est aussi ce que moi j'essaie de rendre aux salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'appelle Guyadère Gastronomie. Et dans gastronomie, pour moi, il y a convivialité. Et ce lieu qu'on a fait au départ de Saint-Malo, c'était un lieu de convivialité. Et je crois que aussi tous nos invités, quelle que soit l'origine, nous l'ont rendu parce qu'il y avait le sourire. Quoi. Et quand les gens sourient, c'est gagné. Quoi. Donc, voilà. Donc, on a eu beaucoup de plaisir finalement tous, même si ça a été beaucoup de travail, à organiser tout ça. Et ça nous incite à continuer sous d'autres formes sans doute. Et justement, il y a eu ce restaurant éphémère à Saint-Malo. L'été dernier, vous avez organisé aussi des escales culinaires en Bretagne. Qu'est-ce que vous aviez envie d'explorer? Déjà, expliquez-nous en quoi consistent ces escales culinaires. Là encore, ça renvoie un peu sur l'entreprise. Moi, je ne veux pas que faire du bateau, ça soit le truc du patron de l'entreprise. On est une entreprise qui fabrique des produits en Bretagne. On a 8 ateliers de fabrication en Bretagne, plus de 600 personnes, pardon. Et donc le lien, pour moi, il doit se faire autour de la table, autour des bons produits, à la fois des bons produits matières premières, et d'où le partenariat avec Savéole qui nous fait très plaisir. Ce sont des fabricants. Eux, ils produisent des tomates dans leur champ ou dans leur serre. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Ils ont aussi, je crois, largement contribué au succès à Saint-Malo. Et c'est de montrer effectivement que la cuisine et la gastronomie, c'est d'abord de la convivialité. Et c'est un débat que j'ai avec de nombreux chefs, grands chefs d'ailleurs, de dire il faut qu'on reste simples tous, là, quelles que soient nos origines. Et le plaisir, c'est d'abord le partage. Et quand je vais manger dans un restaurant, quel qu'il soit, j'attends d'abord ça, et si on est devenu amis avec Patrick, c'est comme ça. J'ai d'abord été un petit client de ce restaurant, et puis on a appris à se connaître et à échanger, et je crois qu'on partage très sincèrement ça. Vraiment. Puis après, c'est la Bretagne. On est amoureux de la Bretagne, terre et mer, avec des paysages incroyables. Et donc l'histoire des escales culinaires, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour croiser notre passion de la mer avec différents marins qui sont venus, et plutôt des marins de qualité, et avec des grands chefs qu'on a invités. Et donc Patrick nous accompagnait pendant toute la saison, donc pendant une semaine sur le tour de la Bretagne. Et le matin, on allait à la rencontre de producteurs, et on a rencontré des producteurs et des gens qui étaient... c'était incroyable. Et donc c'est une passion de... C'est une passion de la Bretagne, c'est une passion des paysages, c'est une passion du territoire, c'est une passion des terroirs, et de ce croisement de la passion de la gastronomie et de la passion maritime. Et qu'est-ce qui vous a frappé, Patrick Geffroy, dans les échanges avec ces marins que vous nourrissiez, en quelque sorte? Ils sont comme nous, les cuisiniers, les gens de la gastronomie, même de la boulangerie, les gens du plaisir de manger. D'ailleurs, les marins sont très pointus sur la nourriture. Des bons mangeurs aussi. Je pense qu'ils acceptent, par obligation, de manger pas toujours très bien sur leur bateau quand ils sont en course. Ils voudraient bien souvent manger un peu mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont des grands gourmands aussi. J'imagine. Il y a Jean Cam qui est là, et
On était sous spi au passage du Four et Patrick et moi on était à la barre, il y avait 30 nœuds donc on s'est attaqué un peu et Jean Le Cam était à bord. En train de décortiquer les araignées. Avec délicatesse. Et à un moment donné, on était un petit peu au-delà de la norme du bateau et puis il sort, il pose ses affaires, il dit on va peut-être ramasser le spi. On n'oublie pas la base. Justement, on va revenir un peu sur le plan sportif. Est-ce qu'on pense déjà à la prochaine route du Rhum ou pas? Je parle à nos 2 marins du jour. Alors, je me suis un peu avancé, donc, puisque j'ai dit que j'allais essayer de me préparer pour la prochaine. Alors je suis peut-être un petit peu vieux, donc ça va dépendre un peu de ma condition physique. Je vais essayer de m'en préserver. Je suis quelqu'un qui marche avec des objectifs. Si je n'ai pas d'objectifs, je trouve que la vie ne vaut pas la peine. Et donc, voilà, en tout cas, a priori, la prochaine, à moins qu'on puisse avoir 2 bateaux, et comme ça, on courra l'un contre l'autre. Mais dans l'idée, en tout cas, j'envisage de faire la prochaine. Voilà, donc c'est au tour de Christian. Ah, d'accord, donc vous passez votre tour pour dans 4 ans. Mais bon, j'aurai en tout cas un skipper de réserve que je connais bien. Un bras droit qui pourra vous accompagner. Je pense qu'on la préparera ensemble la prochaine, comme ça on verra au dernier moment qui la fera. Mais on est suffisamment complices pour pouvoir la jouer comme ça. Moi je la ferai en avion. En avion et en spectateur avisé, c'est ça? Qu'est-ce qui vous occupe le reste de votre temps, Gwen Chapelain, quand vous ne prenez pas le large? Là, je prépare la saison prochaine. Donc, on va créer une course à Brest au mois de mai avec la classe IMOCA. Enfin, c'est une course qu'on a déjà montée cette année, qui s'appelle la Guader Bermude Mill Race. On prépare les escales culinaires pour le mois de mai. On a quelques régates aux Antilles pendant l'hiver. On a une petite réflexion pour voir s'il y a peut-être monter des escales culinaires en Guadeloupe. Mais donc voilà, c'est un petit truc qui nous tient à cœur et voilà, on regarde comment on peut faire ça. Donc voilà, on monte. Voilà, je suis un peu comme Christian, un homme de projet, et donc j'aime bien sortir des idées. Et puis il y en a qu'on réalise et d'autres qui feront l'année prochaine. On va faire les escales culinaires en Guadeloupe. Oui. J'y tiens. C'est justement, enfin, je pense que le breton s'exporte aussi. On connaît les Bretons de New York, on connaît. Et il y a aussi les Bretons des Antilles, et donc il suffit d'aller aux Saintes. Donc ça fait partie de nos projets concrets de réussir à organiser. On a des contacts avancés, effectivement, avec la Guadeloupe pour pouvoir organiser ça. Et j'espère que Patrick sera du voyage. J'ai déjà mon short de près. D'accord. L'avion aussi, je crois. Et justement, c'est quoi la recette pour monter des événements nautiques, Gwen Chapelain, vous qui faites ça depuis de nombreuses années? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce qu'il y en a énormément dans notre région. D'abord, c'est la passion. Ouais. C'est ça. Enfin, le moteur, il est là. Et quand on est organisateur, c'est l'idée de proposer aux marins qui vont participer un terrain de jeu. Et donc, c'est vrai que ça fait comme 25 ans maintenant que je monte des événements, et on a toujours réussi à apporter une saveur un petit peu différente, que ce soit des saveurs d'accueil, de convivialité qu'on peut faire avec Christian. Mais là, on a fait la remise des prix du championnat IMOCA aux éditions Gallimard la semaine dernière. Et on aura à Waypoint Gallimard, et donc on va associer les écrivains de la maison Gallimard, et donc c'est aussi une saveur un petit peu différente parce qu'on amène un petit peu de culture dans le sport, et donc on va mettre une thématique peut-être de la liberté, et donc chacun va écrire sur un thème un petit peu, voilà, et donc c'est aussi pousser les marins à sortir un petit peu de leur quotidien. Voilà. Et pour vous, Patrick Geffroy, d'autres projets d'envergure comme celui-là, où vous vous laissez porter? Ah oui, mais je me laisse porter, mais il y a 2 mois, j'étais au Japon pour faire de la cuisine aussi. Et c'était une autre aventure. Mais je pense que les courses comme ça de bateau, ce sont des vraies aventures, quoi, pour les marins qui sont sur l'eau, mais pour les organisateurs aussi. Ouais. Et quand tu montes des courses comme ça, c'est aussi une aventure énorme. Et je suis sûr que c'est passionnant même de monter la course. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a un point que Gwen n'a pas dit, c'est qu'il est marin. Donc, quand on est organisateur et marin, il y a quelque chose en plus aussi, quand même, en tout cas vis-à-vis des marins, et qu'on a.
il organisait des courses avant qu'on se connaisse, mais en tout cas, ensemble, on a toujours tenu vraiment à cette notion de convivialité, encore une fois, que ça n'empêche pas d'être très sérieux dans l'organisation, très sérieux dans la compétition. Mais quand on arrive, voilà, il y a un vrai accueil, on fait la fête. À Douarnenez, à Brest, puisqu'on avait dû quitter Douarnenez pour la dernière course qu'on a fait, la Guyéda-Bermude. J'ai le souvenir de Jean Le Cam, justement, en boîte de nuit. Je crois que ça faisait 40 ans que je ne l'avais pas vu en boîte de nuit avec ses bottes. D'accord. Jean Le Cam dans toute sa splendeur. Non, puis il est aimé des marins aussi. Tout à fait. Ça, on l'a vu, ça. Ouais. Et il y a certainement des amoureux de la voile qui nous regardent ce matin. Peut-être quels sont vos itinéraires favoris de navigation dans notre région? Alors, je crois que, évidemment, en tant que douarneniste que vous êtes, la baie de Douarnenez est dans le top 3 au moins. Alors, si on fait de la régate pure, le terrain de jeu de Douarnenez, c'est le Stade de France. Donc, parce qu'on dit la matière, c'est de la matière vent à travailler. Pour faire de la régate à la journée, le terrain, parce qu'il y a le Ménéum, le Cap de la Chèvre, la montagne de Le Cronan, enfin, le cadre, il est fabuleux. Voilà, et dès qu'on fait des côtiers, la mer d'Iroise, c'est génial, la rade de Brest, c'est génial. Voilà, parce qu'il y a Ouessant, il y a Molène, il y a l'île de Saint, enfin, il y a comme des jolis spots, quoi, voilà. Mais parce que je suis un peu de l'Ouest, donc c'est ça. Christian Guyader a un bassin de navigation favori. Je vais être chauvin également. Alors, les Douarnenistes le sont. Les Quimpérois ont une île qui n'est pas bien loin, qui s'appelle les Glénans. J'aime bien y aller un peu hors saison, parce que c'est juste merveilleux. Et c'est surtout un lieu qui permet de vendre la Bretagne à l'autre bout du monde, vraiment. Quand on monte des images des Glénans, on ne nous croit pas. On ne croit pas que c'est la Bretagne. En plus, maintenant, avec les drones, on peut faire des images aériennes. C'est juste fabuleux. Et moi, j'ai des souvenirs avec mes filles, quand elles étaient petites, de week-ends de Pâques ou de semaines de Pâques, aller pêcher des burnous au Glénan. Voilà, c'est ancré. Et puis, ne pas oublier les rivières bretonnes. J'habite sur la plus belle du monde, qui est l'Audet. Donc, et dans l'Audet, il y a aussi des mouillages qui sont tout à fait fabuleux. Le matin, quand la brume se lève, on voit un petit papy qui arrive à la godille et qui pour pêcher quelques poissons, c'est aussi merveilleux. Voilà. Des choses simples, en fait. Des choses simples, et qui sont chez nous, en Bretagne. Ça donne envie de s'y mettre quand on fréquente de plus en plus des marins. Patrick Geffroy. Moi, c'est une frustration. Depuis mes 15 ans, c'est une frustration, parce que jusqu'à mes 15 ans, j'allais beaucoup en bord de mer avec mon papa et maison avant que je commence à travailler, 14 ans et demi, j'étais souvent au bord de l'eau, même sur l'eau, dans la baie de Morlaix, parce que la baie de Morlaix est extraordinaire aussi. Non mais c'est vrai. Chacun sa chapelle. En plus, je vais vous dire, il y a quelques petits marins aujourd'hui qui sont sur l'eau, qui ont appris à naviguer dans la baie de Morlaix. Comme Armel Lecléache, par exemple. Mais oui, c'est une frustration. Et mon métier m'a empêché, entre guillemets, d'approcher la voile jeune. Et j'ai eu un bateau, quand j'avais mon restaurant à Carantec, qui était là sur le Corps-Mort, et un Mariotte qui comme clapotait, qui montait comme ça au Corps-Mort, et puis j'avais pas le temps d'aller dessus, le temps de monter la voile, de partir une demi-heure, de revenir, il fallait revenir au restaurant. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Gwen Chapelain, c'est ce qu'on pouvait lui dire. Et puis c'est un bon compagnon de route. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci pour ces 40 minutes d'échange passionnants. C'était la dernière de Vous êtes formidables en Bretagne aujourd'hui. Merci à toutes les communes, à nos Bretons et Bretonnes formidables pour leur engagement au quotidien, parce qu'une émission ne se fait jamais seule. Je remercie Magali et Vanessa avec qui on a essayé de vous concocter de belles émissions aux petits oignons. Et merci à toutes les équipes techniques, au son, à la lumière, les vidéos, à nos chères maîtresses du temps. On vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes belles fêtes de fin d'année. En attendant, très belle journée sur France 3 Bretagne. See